Donc, nous allons faire quelques petits rappels concernant le désir. Déjà pour commencer, le désir est-il synonyme d'amour? Eh bien la réponse est non, car nous pouvons aimer quelqu'un sans forcément le désirer, et à l'inverse, on peut désirer quelqu'un sans forcément avoir de sentiments, sans forcément aimer la personne. Donc on avait vu dans les vidéos précédentes, on avait déjà vu un peu le désir fluctuant entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que on avait dit que l'homme avait tendance à être plus visuel que la femme. C'est-à-dire qu'un homme peut, juste en voyant sa femme se déshabiller, sa femme nue, eh bien, avoir une augmentation de son désir. Alors qu'à l'inverse, si l'homme est nu toute la journée devant sa femme, je ne suis pas sûre qu'il se passe grand-chose au niveau du désir pour la femme. Donc la femme, elle a tendance à être plutôt en lien avec le regard qu'elle va porter sur l'autre. C'est-à-dire que son désir va fluctuer en fonction de si la femme, imaginons elle est contrariée contre son homme, et ben le désir risque de ne pas être forcément au rendez-vous. Donc, il existe plusieurs types de désirs et généralement il y a deux grandes catégories de désirs. Il y a le désir dit spontané de pulsion, c'est le désir qu'on connaît le plus souvent au début d'une relation, ou alors lorsque les deux partenaires se désirent au même moment. Voilà, c'est la première forme de désir. Et il y a le désir qui est un peu plus créatif, réceptif, on va dire. C'est lorsque un partenaire ressent du désir pour l'autre et essaie de lui faire comprendre par un moyen plus créatif pour susciter le désir chez l'autre. Alors, dans un couple, il peut y avoir une forme de décalage au niveau du désir. Donc ce décalage est quasiment universel. On estime que dans 75% des couples, c'est l'homme qui a plus de désir et que dans 25% des couples, du coup, c'est la femme qui en a le plus. Et donc lorsqu'il y a ce décalage, eh bien, il y a déjà la personne qui est moins désirante. Et la personne qui est moins désirante, eh bien, elle a généralement du mal à rattraper son retard dans son désir. C'est-à-dire qu'elle a face à elle une autre personne qui a du désir, qui le fait ressentir, et donc elle a du mal à rattraper, entre guillemets, le retard, se remettre en accord face au même désir. Elle peut avoir la sensation de ne pas être normale. Elle peut se sentir coupable de mettre son couple en forme de péril. Elle peut se sentir coupable de faire souffrir la personne qu'elle aime. Et pour la personne eh bien, du coup, qui est la plus désirante, cette personne-là eh bien, elle peut vivre une forme de frustration, elle peut vivre du rejet face au non-désir de son ou sa partenaire. Elle peut douter de ses capacités à séduire, elle peut douter d'elle-même ou de lui-même. Et puis, la personne peut venir même jusqu'à interroger sa légitimité au niveau de son désir. Est-ce que c'est normal que je désire autant Voilà, elle remet vraiment ça en question. Et souvent, les personnes qui désirent le plus eh bien, peuvent mettre une forme de pression à l'autre partenaire et généralement c'est contre-productif. C'est-à-dire le fait de reprocher ou de venir souvent sur ce sujet-là ou de faire comprendre vite à la personne qu'elle est désirée, et bien du coup, la femme ou l'homme qui est en face entend beaucoup de reproches et est empris de plein de culpabilité. Et donc du coup, généralement, l'effet est inverse. Donc il est surtout important de ne pas oublier une variable fondamentale en ce qui concerne le désir, c'est qu'il faut d'abord être bien avec soi-même pour retrouver une libido. Donc la recherche du désir, un retour vers le plaisir. Donc beaucoup de personnes qui connaissent un temps plus ou moins grand de manque de désir ou même de perte de désir sont en recherche permanente de le retrouver. Donc c'est Isabelle Constant, c'est une psychothérapeute qui en parle très très bien dans une de ses vidéos. Elle parle du cercle vicieux autour de cette recherche de désir. Et elle explique que pour s'en sortir, il faut déjà dans un premier temps eh bien, accepter de ne plus avoir pour le moment de désir pour son ou sa partenaire.
Puis elle explique qu'il faut décider avec son ou sa partenaire de s'octroyer un moment de plaisir. C'est-à-dire on se dit où, quand, on s'octroie ce moment de plaisir ensemble, pas forcément avec une issue autour d'un coït, vraiment sans pression. Le but c'est de retrouver un moment ensemble où on s'octroie du plaisir à deux, où on prend le temps de se séduire ou de se reséduire, voilà, pour vraiment baisser cette pression. Le but est donc de se réapproprier sa sexualité au lieu de laisser place au désir qui devrait tout contrôler. Donc, certaines personnes peuvent dire qu'effectivement, le fait de programmer un moment de plaisir avec son ou sa partenaire, ça peut perdre de son charme, ça peut même couper le désir. Alors, du coup, je vais vous prendre deux exemples qui, je pense, pourront être du coup très parlants. Et Isabelle Constant en parle très bien d'ailleurs. Elle explique que, par exemple, lorsque vous avez un amant ou une amante, et que il ou elle vous donne un rendez-vous à l'hôtel pour passer un bon moment le mardi à 15h par exemple, vous savez que vous allez voir cette personne, vous savez que vous allez partager un moment d'échange ensemble, sûrement un moment de plaisir et sûrement un rapport sexuel, et pourtant le désir est bien présent. Donc ça c'est un premier exemple pour montrer qu'effectivement que lorsque l'on programme, c'est possible que le désir soit présent. Un deuxième exemple que nous pouvons prendre, c'est lors des premiers rendez-vous amoureux. On va voir son ou sa partenaire, c'est les premières fois où on se voit, où on se découvre, et on sait qu'il est possible qu'à un moment donné, dans la relation, on arrive à un temps où on va se donner des moments de plaisir ensemble, et généralement le désir est toujours bien présent. Donc le fait de programmer n'est pas forcément synonyme de baisse de désir, d'absence même de désir. C'est juste s'octroyer ce temps-là pour être sûr d'être à un moment donné où on fait attention à nous, où on se retrouve dans notre couple et on est d'accord avec ça. Donc, le fait de pouvoir planifier ces moments de plaisir, peut-être pour certains couples, un moment plus propice pour laisser place au désir. Effectivement, lors de ces moments, on va dire un peu planifiés, programmés, prémédités, on va peut-être faire un peu plus attention aux sous-vêtements qu'on va porter, on va peut-être mettre un parfum particulier, une lotion sur notre corps parfumé, on va être peut-être un peu plus apprêté, un peu comme lors des premiers rendez-vous amoureux où on faisait un peu attention aux petits détails, etc. pour être dans la séduction et puis pour que l'autre nous désire. En fait, d'avoir ces moments-là un peu de programmer, ça permet peut-être de planifier une soirée romantique, une soirée érotique avec son ou sa partenaire, avec des moments de tendresse, des bisous, des câlins. Et puis, soit on s'arrête là, soit on va plus loin si on en a envie et si le désir est à nouveau présent ou pas. Donc, si malgré les informations des vidéos précédentes, dans votre couple, vous avez quand même encore du mal à retrouver ou à laisser place au désir, ou vous avez du mal à lâcher prise, ou vous avez un manque d'idées encore, je vais vous donner une dernière petite idée pour essayer de redynamiser votre couple. Donc, je vais vous demander à chacun de rédiger séparément une liste, en vous donnant chacun une semaine pour la rédiger. Et chaque début de phrase va commencer par « Je suis érotisé quand ?» 3 petits points. Vous mettez autant de phrases que vous voulez chacun de votre côté. Et une fois que c'est fait, vous mettez vos listes en commun, vous échangez dessus et vous expliquez à votre partenaire ce qui vous plaît dans la sexualité et ce qui vous procure de l'envie, du désir. Donc, les 4 conditions pour trouver ou pour retrouver du désir ont été vues par le sexologue, le docteur Gilbert Boujaoudé, qui explique que dans un premier temps, pour trouver ou retrouver son désir, il ne faut pas être fatigué. Et il donne l'exemple de si moi je vous propose d'aller faire un restaurant entre amis un mardi soir, alors vous venez d'avoir une grosse journée, vous êtes fatigué et que le lendemain vous vous réveillez à 6h du matin pour embaucher, je suis pas sûre que vous ayez très envie d'aller à cette soirée entre amis au restaurant. Donc il en va de même autour du désir et de la sexualité.
La deuxième condition, c'est de ne pas avoir eu de préoccupations majeures dans sa journée pour être plus disponible et ouvert à nos sensations. La troisième condition, eh bien, c'est de retrouver du temps réel à deux. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être l'un dans la cuisine, l'autre dans le salon, où on a l'impression d'être ensemble, mais en fait, c'est pas vraiment du temps réel partagé, c'est pas vraiment un temps d'échange et un temps où on prend le temps eh bien, de discuter, d'échanger ensemble et de partager un réel moment. La quatrième condition, c'est de ne pas être en conflit l'un envers l'autre. Et lorsque c'est le cas, n'hésitez pas à communiquer, c'est très important. Et il faut éviter le tu qui tue. Et pour cela, je vous conseille d'aller voir la vidéo à ce sujet qui est sur la page Instagram. Donc, il est très important dans tout cela d'être à l'écoute et en soutien l'un envers l'autre afin de pouvoir aider l'autre à exprimer ce qu'il ressent et à être plus proche de son désir. Et donc je ferai très prochainement une vidéo sur le désir fluctuant au niveau de tout ce qui concerne les femmes au niveau de la maternité et au niveau de la ménopause. Et je ferai aussi des vidéos sur le dysfonctionnement des hommes et des femmes au niveau de leur sexualité.